Vous êtes d'accord? Alors, je vais apporter une contradiction. Tant mieux, tant mieux. Bien. Je vais apporter une contradiction, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, c'est l'histoire du chercheur. Et le chercheur trouve toujours un site pour pouvoir soutirer ses sources. Pourquoi faudrait-il que l'analyse d'une civilisation soit forcément sur un site qui est le site égyptien? Je contredirais Cheikh Anta Diop, puisqu'il en a fait. Mais le problème, si on se pose à la base la question, y avait-il pas d'autres sociétés avec des civilisations dont justement les traditions se croisent? Et c'est pour cela qu'on attribue ces traditions croisées à une société donnée, dont les traditions se croisent et qui sont complètement indépendantes. Est-ce que nous avons fait l'analyse sur ça? Nous, par exemple, on a tendance à parler de démocratie comme venant de la Grèce. Très bien, gréco-romaine. Très bien. Mais il n'y avait pas une société organisée en Afrique du 3e au 13e siècle, avant qu'il y ait colonisation après au 14e, qui serait la nôtre, dont on s'approprierait, et qui éventuellement se reflèterait une démocratie. C'est là où se posent les questions, où se pose le regard du chercheur pour faire ses analyses. Donc, je pense que, très bien, on veut nous-mêmes, nous vantons d'être originaires, d'ailleurs, comme elle vient de les démontrer, d'être originaires d'une culture égyptienne. Nous nous sommes posé la question à quelle date pour que nous soyons originaires d'une culture égyptienne, d'autant plus que les sociétés anciennes africaines sont des sociétés pygmées. Les pygmées étaient-ils des Égyptiens à l'époque? Que des Égyptiens? Est-ce que le monde n'avait que pour rayonnement l'Égypte? Autre monde n'existait pas par rapport à l'Égypte? Et ça, c'est des questions qu'on ne s'est jamais posées. C'est là où, justement, on arrive à une pensée unique avec l'universalisme et en associant toutes les données qui convergent vers une seule recherche, et nous y sommes condamnés. Non, non, pas condamnés. Nous y sommes menés. Menés. Nous y sommes menés. Grâce à aujourd'hui, nous allons changer de chemin. Nous allons changer de chemin. Alors, j'étais assez surpris quand Diane m'appelle pour me dire qu'on va faire une conférence. Je me suis dit, mais je fais une conférence avec mon ancien colonisateur, c'est-à-dire mon ancien colonisateur. Toujours présent. Mais voilà. Et le sujet, c'est que mon ancien colonisateur, lui-même, il a été colonisé. Je me pose des questions. Bon, Jean, je connais un certain nombre de ses travaux sur la lutte anticolonialiste. Je dis, bon, Jean serait là. Si seulement Baratier se pose des questions sur la colonisation, ça commence à m'intéresser. Je dis, bon... Baratier, Jacques Baratier, le général Baratier, le général, oui, Albert, à l'Élysée au moment de Fashoda, porté par tous ces soldats africains. Voilà, mais en plus... Maliens, mais embarras. Oui, et en plus, celui qui vient avec Marchand, au Congo, je dis, mais attends, mais elle a quand même de l'audace, celle-là. M'inviter, moi, qui lutte contre la colonisation, pour venir faire une conférence avec mon colonisateur. Je dis non. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se sont pas encore dites. Voilà. Donc, c'est pour cela que c'est très très intéressant pour dire attention. Parce que la généralisation intellectuelle des faits fait que nous ne décélons pas les différentes civilisations existantes. Au point où nous en sommes arrivés
à se dire qu'il y a une civilisation, une seule, et, et à partir de cette civilisation-là, nous sommes dans des classes où il y a des classes, il y a des races supérieures, puisqu'on qu'on ne le dément pas. Il y a des races supérieures et il y a des races inférieures. Jusqu'à arriver, par exemple, au Congo, quand De Brazza arrive au Congo, De Brazza arrive au Congo avec la conviction qu'il vient pour civiliser le peuple congolais. N'avions-nous pas une civilisation avant lui? C'est ça. Et c'est, je pense, de cela qu'on parle ici. Entre autres. Entre autres. Entre autres, parce que nous aussi, en fait, il y avait une civilisation avant cette civilisation qui se dit descendre de la civilisation gréco-romaine. Voilà. Donc là, ce que je vous propose, pour suivre, pour que vous je ne sais pas si vous avez lu les livres d'Henri Pémot et le nôtre, donc on va vous lire un extrait, et puis ensuite, pour que vous ayez un peu une oreille, comme ça, et la langue un peu du texte, et ensuite, donc je vous propose que Henri commence, et ensuite, vous ferez un petit résumé. Alors, Henri a écrit beaucoup de livres, là il en a choisi un pour ce débat qui est « Et si le libéralisme n'était pas le développement ?» Et après, si vous pouvez le résumer un peu. D'ailleurs, normalement, on se tutoie parce qu'on a décidé que j'étais sa nièce. Voilà. Donc, alors, je vais laisser déjà, chez nous, c'est le plus vieux qui a la parole avant. Je vais laisser le plus vieux, mais avant que le plus vieux prenne la parole, je veux dire une chose. Curieusement, je rentre dans son blog. Écoutez ce qu'il dit en 16 novembre. les tableaux arrivent, continue à parler. Ce qu'il dit en 16 novembre 2014, c'est-à-dire tout récemment. Il dit, tant qu'à vouloir limiter les pouvoirs du président de la République, comme le préconisent les nouveaux réformistes, pourquoi ne pas poser la question de son utilité tout simplement? En démocratie, la question pour un peuple de renoncer à son pouvoir au profit d'un chef n'est-elle pas la dernière qui devrait lui venir à l'esprit? Et maintenant, de quel peuple parlons-nous? Je lui donne la parole. Ouais, on peut d'autant plus se poser la question que si on se demande simplement, en prenant ce mot-là, de peuple, ce que c'est, et qu'on s'y arrête un moment, ouais, on peut se poser la question. Par exemple, je prends un exemple dans l'histoire romaine. Il ne fait pas de doute pour Tite-Live, et historien de Rome, que les peuples qui étaient considérés par Rome comme des ennemis, c'est-à-dire ceux que Rome avait pour vocation d'attaquer pour soit les éliminer, soit les rendre tributaires, soit en faire des citoyens de seconde zone, soit en faire des esclaves. Ces ennemis, a priori, ils étaient ennemis parce que d'emblée, Rome les voyait à l'intérieur d'un domaine qu'il avait pour vocation de conquérir. Donc pour Tite-Live, il est tout à fait clair que les peuples libres sont ceux qui ne sont pas les Romains. Et qu'à partir du moment où ils sont romanisés, c'est plus des peuples, c'est la plèbe. Alors quand tu me poses la question de quel peuple parlons-nous, en fait je ne sais pas, je ne sais pas comment l'appeler, parce que si c'est le peuple français, je ne sais plus très bien ce que c'est. Voilà. Quand y a-t-il quelque chose qui s'appelait le peuple français qui a existé? Je n'en sais rien. Il y a eu un temps où il y avait des tribus, il y avait des organisations claniques, il y a eu très tôt, puisque c'était les sociétés celtes, des regroupements sous des autorités guerrières, avec une organisation militaire et aussi une organisation religieuse, mais sans État centralisé, sans fédération, sans peut-être une sorte de fédération entre les différents groupes, mais tous identifiables par leur nom ethnique. Il y a les Éduins, les Séquanes, j'ai un peu oublié tous ces noms, et tous ces gens formaient des peuples, avec leur propre organisation politique, leur propre souveraineté territoriale, leur propre culture, leur propre religion, etc.
Et il n'y en avait aucune au-dessus d'elle pour leur dire voilà à quelles règles vous devez obéir. Elle n'était tributaire d'aucun pouvoir, etc. Donc ça, c'était des peuples. C'est ce qu'on appelait des peuples à l'époque où la distinction était claire. Mais à partir du moment où le système, et là je reviens par un petit détour, le système étatique s'est développé, et voilà, c'est pour répondre à ta question de où se pose le regard du chercheur. Le regard du chercheur, moi en l'occurrence, il se pose, pour poser la question, il cherche à cerner le moment de l'apparition des États. C'est pour ça que quand je parle de l'Égypte, je ne connais pas le reste de l'Afrique antérieure. Je connais l'Égypte par les historiens, et je vois que je connais l'Égypte par les historiens à partir du moment où il y a un État. C'est-à-dire, et on va commencer par me raconter l'histoire de la formation de ces États. En réalité, on ne me raconte pas réellement l'histoire de la formation de ces États, on raconte une histoire mythique de la création de ces États. Mais je vois bien la relation entre cette création mythique et les premières dynasties humaines qui se sont succédées, parce qu'elles se sont succédées sur le modèle qui est posé dans le livre de l'opposition du Nord et du Sud, et l'enjeu étant de la création de l'État, c'est de faire l'unification entre ce Nord et le Sud, sur une distance de 3000 km, ou 6000, je ne me rappelle plus, enfin 3400 je crois, le Nil, donc avec des cultures d'une extraordinaire diversité. Et donc l'extension, à partir du moment où mon regard de chercheur s'est posé là-dessus et où je prends conscience qu'on ne me raconte pas l'histoire totale, mais on ne me raconte l'histoire qu'à partir du moment où on considère qu'elle commence, c'est-à-dire quand il y a eu des États, quand il y a eu l'écriture et quand il y a eu des systèmes de domination et toute une administration ecclésiastique organisant, quadrillant la population et organisant toute sa production pour le bénéfice du monarque. Et à partir du moment où je vois ça, je me dis, tiens, 3500, ben, c'est la même date à Uruk. Uruk, c'est pareil. Alors là, à Uruk, c'est encore plus clair, pourrait-on dire, parce que la non-identification du peuple arrivé à Uruk est bien posée, en ce sens qu'on ne sait toujours pas qui sont les Sumériens, et d'où sont venus les Sumériens. Tout ce qu'on sait, c'est que, tout ce qu'on croit savoir les historiens qui reconstituent l'histoire, c'est que la civilisation sumérienne, qui grosso modo a duré 1500 ans, apparaît comme une rupture complète avec une situation que les restes archéologiques permettent d'identifier comme étant des cultures agraires, même phénomène que ce que j'ai schématisé tout à l'heure à propos de l'Égypte. Et qu'il y a une histoire qui commence à partir du moment où un système étatique se met en place, et un système que, curieusement, les historiens, dans leur grande majorité, qui font donc remonter l'histoire et la civilisation, au commencement et à la création des États, l'impasse totale qui est faite sur les armées. C'est-à-dire qu'on voit les armées apparaître après, comme s'il y avait besoin d'organiser une force défensive à partir du moment où on a constitué des grands ensembles très forts, organisés, etc., qui produisent beaucoup de richesses. Donc, comme on produit beaucoup de richesses, on attire l'envie des barbares envieux qui continuent à sillonner les collines, et on a besoin de faire une armée pour se défendre contre les barbares. Donc, mon point, l'extension de ce système étatique qui donne l'histoire nous amène jusqu'à ce point où il est passé par toutes sortes de phases, ensuite il y a eu la Pierre Romain, etc. Et on en arrive à aujourd'hui où on vit dans un système, on vit de toute évidence dans un système étatique, et ce système étatique, on peut remonter avant ce système étatique à une époque qui est grosso modo l'an 0 et avant l'an 0, enfin avant la conquête par César, où dans ce pays, ce n'était pas la situation, c'était pas du tout la configuration. Donc, avec le système étatique, avec ces phases successives de royauté, de féodalité, ensuite de centralisation du pouvoir royal, puis la Révolution et puis la République, je vais plus de vitesse, mais on arrive à une population qui est quoi, le peuple français? C'est une population complètement étatisée. C'est-à-dire, grosso modo, ce que je vois par rapport à cette question que tu posais je vais parler avec mes anciens colons, c'est qu'il y a eu une colonisation récente. Mais c'est pas plus ça, hein, non, mais je connais ta lutte, hein. Je le crois. Non, mais parce que du coup, je trouve que le point, justement, ça permet de voir
de faire le point. Moi, ça m'a permis, cette perspective de parler avec toi, de faire le point d'une manière que je n'avais pas faite avant. Il y a une colonisation récente, disons, qui est brûlante, qui fait encore mal, donc qui a laissé des traces des blessures et des traces conscientes. Et puis, en contraste avec cette colonisation récente, il y en a une ancienne qui a été oubliée, qui s'est refroidie et qui n'aurait pas laissé de traces. Et entre ces deux colonisations, il y a... c'est intriguant. Quel est ce rapport que des gens, un peuple, des citoyens, appelez-les comme vous voulez, ont avec cette époque d'avant qu'ils aient été colonisés? D'ailleurs, ils ne disent pas colonisés parce qu'il y a une tendance, aussi bien pendant tout le temps de la royauté qu'à partir de l'instauration de la République, à considérer que c'était tout à fait bien de vivre dans des États qui faisaient de nous des civilisés. Mais on va dire que on l'a oublié. On l'a oublié. Et puis il y a un troisième. Alors, et il y a une troisième colonisation, c'est la colonisation quotidienne, dont on est. Alors, elle n'est ni brûlante, ni refroidie, ni oubliée. Elle est inconsciente. Et c'est la colonisation à laquelle nous contribuons quotidiennement, en marchant dans les clous, en vivant sur de l'asphalte, en payant nos impôts, en payant la taxe valeur ajoutée à toutes nos transactions professionnelles. C'est-à-dire que nous sommes inconscients de notre recréation continuelle du système étatique, qui est alors le système, dans sa forme actuelle, qui est le système républicain. Et à partir de là, quel est les gens nous en l'occurrence, alors, qui sommes dans cette situation et dans la relative inconscience de cette situation, quelle est notre relation avec ce qu'on entendait, que notre titre libre entendait par peuple libre? Pour qui peuple et liberté? Est-ce que là, vous avez envie de réagir? Parce que tout le monde. Enfin, là, qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes d'accord, pas d'accord? Enfin, là, il y a des avis contraires dans la salle par rapport à ce qui a été dit, là. Non, pas tellement. Personnellement, moi, je me pose la question sur l'avenir, parce que sinon, nous avons un système économique ou étatique qui submerge le monde entier, finalement, des civilisations dont on est par les Indiens, de l'Amérique du Nord, donc qui ont été sous l'emprise, et puis de notre système économique actuel. C'est un système qui vient mondialement. Quel est le devenir? Qu'est-ce qui va se passer quand la planète entière sera sous ce système étatique du capitalisme, de la commercialisation en outrance, de la consommation? C'est une question que je me pose par rapport au devenir de la planète. Ouais. Alors, est-ce que peut-être la solution se trouve dans ce livre, ou peut-être pas? C'est-à-dire, et si le libéralisme n'était pas le développement? Alors, justement, j'aimerais... est-ce que vous avez quelque chose? Avant de lire et de répondre, parce que ce problème s'est posé au XIXe siècle, on l'oublie. Qu'on l'apprécie, qu'on ne l'apprécie pas, Marx a révélé cela avec un enfant industriel qui était Engels. Donc ils ont révélé ce problème-là qui nous arrive encore aujourd'hui. Mais on va y arriver. Mais quand on parle de colonisation inconsciente, et c'est vrai, cette colonisation inconsciente, dans des pays comme celle-ci, on a traversé un certain nombre de choses. Mais chez nous, ça se pose encore au niveau d'une colonisation mentale. C'est-à-dire, je m'explique, quand au XIVe siècle, on a, en fait, nous c'est l'ultime, mais on va dire le roi. On a un roi qui essaie d'organiser un État au Congo, qui est Nzingaku.
qui organise un État au Congo, justement en attirant, soit par alliance, ou bien par persuasion, ou éventuellement parce qu'il y a un peuple qui veut une sécurité, qui les rapproche sous sa tutelle, arrive à organiser cette chose-là, dont Diego Cao, qui vient au Congo, découvre le Congo, emmène la religion avec lui, qui est la religion catholique, en complicité avec le roi Jean du Portugal. Qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils christianisent de force les Congolais, ils christianisent les enfants des chefs, pour que justement, parce que à cette époque, le christianisme était un christianisme marchand, ils christianisent les enfants des chefs, pour qu'ils soient à leur service. Ils brûlent les villages, pour qu'il n'y ait plus de traces de l'histoire. Et aujourd'hui, quand on revient et qu'on s'en rend compte que cette question-là n'a jamais été traitée, pourquoi? Parce que l'Afrique se christianise de plus en plus, s'islamise de plus en plus, malgré l'histoire de la traite négrière. Et ces histoires ne sont pas enseignées en Afrique. Et encore mieux, c'est que ce sont les chrétiens qui viennent te faire comprendre ce qu'il faudrait, comment tu dois te comporter chez toi. On se dit, comment justement, c'était quoi le titre déjà? Comment pourrons-nous vivre? C'est ça, hein, les colonies peuvent-ils survivre sans se réapproprier leur histoire? Et là, nous sommes encore dans des problèmes incroyables. En ce moment, au Centrafrique, vous avez tous entendu que la République centrafricaine, il y a une guerre de religion. Mais comment pouvons-nous arriver à une guerre de religion entre les chrétiens et les musulmans, étant donné que ce sont justement des traditions qui ont été importées, qui sont exogènes à nos traditions, à nous? C'est parce que nous n'avons pas maîtrisé les nôtres. C'est parce que nous n'arrivons pas à faire recours à nos traditions, à nous, pour en arriver à créer justement le monde. C'est pour ça que je te posais la question du peuple. Pour arriver à retrouver le peuple. Le peuple africain n'existe plus. Le peuple africain, c'est un peuple dominé justement par des valeurs, des valeurs extérieures, coloniales. Et elles ne vivent que par ça. C'est ça qui est malheureux. Donc, ça c'est d'un. Et de l'autre, sur... on va se convenir, on le dit, mondialisation. Alors ça a toujours été ma question. Ma question a toujours été, comment se fait-il que une entreprise, qui est une entreprise nationale, qui fonctionne merveilleusement bien, qui fait des bénéfices, on soit obligé de le vendre chez des individus, et que ce soit des individus pour soi-disant que ça soit plus compétitif. Alors que l'entreprise nationale, en principe, c'est pour la nation, on n'a même pas besoin de bénéfices, les bénéfices sont réinvestis, c'est-à-dire que c'est pour le partage. Et ce partage-là, on perd l'esprit du partage. Quand on perd l'esprit du partage, donc on est dans les individus, ça s'appelle un complot capitaliste. Non, bon, il y a le capitalisme peut-être dans la salle, mais ça s'appelle un complot capitaliste. Et le complot capitaliste, il va rayonner dès lors qu'on restera dans la mondialisation des services. Je ne sais pas si Jean est d'accord avec moi sur la réponse, sur le constat et la réponse apportée. La réponse, il n'y en a pas, mais justement, on peut trouver des réponses à partir du moment où on prend conscience de ces phénomènes. Parce que tant qu'on n'en parle pas, je pense qu'on ne peut pas se fabriquer une identité qui soit libre et qui permette de ne plus être en fusion avec cette domination qui nous est imposée par des systèmes asservissant l'homme.
C'est pour ça qu'il est important, enfin nous en tout cas, on a écrit ce livre et ça nous a permis d'avoir une réflexion au quotidien de ce qui se passe et du coup d'être très heureux dans notre quotidien parce qu'on le comprend. Et je pense que j'essaye moi de faire passer que tout le monde a le droit d'aller s'approprier l'histoire pour en faire son histoire. Et je trouve que peu de gens le font. On ne trouvera pas la solution là actuelle, mais il va arriver si chacun de nous commence à prendre individuellement une conscience qui permettent déjà de vivre bien et de se détacher de ces systèmes, aussi bien dans le monde africain, donner aussi parler, par exemple, c'est à travers ces bouquins qui sont écrits donc par cet homme qui parfois on peut lire, qui jetait des porteurs pour que les crocodiles les mangent et que le reste de l'équipe passe. Enfin, c'est fou de penser ça. Mais à d'autres moments, il raconte qu'il arrive dans des villages où on ne cultive que le nécessaire. Donc ça veut dire que les peuples qui traversent ne sont pas des peuples avides qui veulent toujours conserver. Ce sont des peuples qui vivent au moment présent et qui ne sont pas dans le greedy, dans la rapine. Et ça, c'est une valeur fondamentale dont on ne parle jamais par rapport à l'Afrique. Je l'ai découvert dans ces livres par hasard. Et je trouve que c'est dommage, mais ça, c'est à chacun de nous, en fait, de se refaire l'image du monde dans lequel on vit, non seulement au quotidien, mais aussi par l'histoire. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve. Nous c'est ce qui... Parce que sinon, trouver une réponse globale à comment faire, beaucoup de gens se le demandent. Parce que ça, oui, la question que vous posez, c'était celle du futur. Et bon, qu'est-ce que ça va devenir en tout cas, dans le moment présent, je crois qu'il faut parler. Parce que dans le futur, le futur pensé à partir d'une vision globale, alors déjà, il y a cette vision globale, elle vient d'un présent. Cette globalité, on peut l'analyser de différents angles. C'est pas une globalité comme la Terre est ronde, c'est pas une globalité comme il y a le ciel au-dessus de notre tête, c'est une globale la mondialisation, c'est une fabrication de toutes pièces par des groupes qui ont intérêt à ce qu'il y ait cette unitarisation qui est l'unitarisation propre aux États, qui soit étendue à la planète tout entière, et ça a été toujours le moyen d'organiser un pouvoir. Donc ça, là on a un présent. Maintenant, ce présent, quelle est sa cause? D'où ça vient? Le présent, il n'est pas tombé du ciel, il n'est pas sorti de terre, il vient du passé. Le présent vient du passé. C'est quoi le passé? Le passé, c'est ce qu'on nous raconte, ou bien c'est ce qu'on nous cache? Alors, si c'est ce qu'on nous cache, c'est quoi ce qu'on nous cache? Ce sont ces questions qui se décomposent les unes avec les autres, et qui amènent à peut-être mettre le doigt sur une cause qu'on a pas envie de voir, ou qu'on ne voit tout simplement pas. Alors c'est quoi la cause? Et la cause de quoi à ce moment-là? Parce que qu'est-ce qui va mal? Tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien. Voilà. Justement, tout va très bien. Vas-y, mais on peut voir qu'il y a quand même une chose qui n'est pas facile, c'est de se la raconter, cette histoire. Parce que pour l'histoire qu'on a, on ne se la raconte pas, on l'apprend. Mais ce n'est pas l'histoire qu'on se raconte. Donc pour se raconter sa propre histoire en tant qu'on vient de loin, en tant qu'on a un rapport avec nos ancêtres, qu'il n'y a pas une coupure avec nos ancêtres et que c'était des bêtes, des choses comme ça. Non, c'est pour retracer cette longue histoire qui nous a fait cellulairement, je dirais même, aussi bien que... il y a un obstacle à franchir. Il y a un obstacle à franchir. Et l'obstacle à franchir, c'est celui dans lequel est enveloppée l'histoire, qui n'est pas l'histoire vraie. Et qui n'est pas l'histoire vraie pour cette raison simple, c'est que c'est l'histoire qui a intérêt à nous inculquer le pouvoir qui nous domine et qui organise notre vie et que nous acceptons. Voilà. Et alors, pourquoi on ne peut pas remonter à ce moment où ça a commencé à être cette histoire qui nous est assénée? Où est l'obstacle? Marx disait « L'origine des États se perd dans un mythe auquel on doit croire et qu'on ne doit pas discuter. » Je crois que beaucoup de choses est dites dans cette parole de Marx. L'origine des États se perd dans un mythe auquel on doit croire et qu'on ne doit pas discuter. Et c'est cette puissance du mythe qui fait la distance infranchissable et qui crée de l'impensable. Or, c'est pas nous ce qui nous a stimulés, tous les deux, c'était de se dire tiens, là on a un gros machin, pas devant nous, mais derrière nous, et pour remonter avant, il y a quelque chose qui est là, il y a vraiment
il y a quelque chose qui vaut la peine de s'attaquer, à quoi il vaut la peine de s'attaquer. Et c'est comme ça, en effet, qu'on a commencé à, je dirais, faire pour notre propre compte, et finalement pour celui de tous ceux qui voudront bien nous lire, qu'on a fait le constat que ce mur mythique qui nous sépare de notre passé n'est pas infranchissable. Mais que pour le franchir, il faut probablement faire appel à aussi bien à toutes les intuitions qu'on peut avoir, mais aussi peut-être aussi à quelques informations qui sont aussi bien des informations historiques, parce qu'il y a dans l'histoire écrite une quantité d'auteurs qui sont oubliés. Si je vous disais Pérosus, si je vous disais Damascius par exemple, est-ce que ça vous parle? Peut-être ou peut-être pas. Et si ça ne vous parle pas, ben voilà, il se trouve qu'il y a eu une suite de la tradition babylonienne qui a continué à exister parmi des historiens grecs. Un historien babylonien Et Babylone, c'est pas très vieux. Hein. Et Babylone, c'est pas si non, vieux. disons que Babylone, c'est très récent. C'est le 8e siècle. Donc voilà. Il y a eu des histoires, puis nous le savons bien, par ailleurs, nous savons bien, il y a des tas de traditions qui ne sont pas les traditions initiales, il y a les cathares, etc. Donc, voilà, à partir du... Et puis, il y a ces sociétés dont, et là je parle d'un point de vue, encore une fois, je reviens à ce point de vue de chercheur, qui cherche à voir où est la faille, et qui cherche à sortir d'un point de vue qui lui est inculqué. Et alors, bon, on peut en penser ce qu'on voudra, en bien ou en mal, mais enfin, il y a eu cette possibilité tout à fait coloniale au départ, qui a été pour des gens nés sous nos latitudes et en France ou en Angleterre ou en Allemagne, d'aller faire de l'ethnologie. Qui est une science récente. Ouais, tout récent. Ouais. Voilà. Tout récent et une science. Interprétée comme science, voilà, tout récemment. Tout à fait. Et une science dans l'urgence. Dans l'urgence. Une science dans l'urgence de la compréhension et de la conscience que la colonisation sous toutes ses formes, y compris avec les formes post-militaires qui sont par la religion et par la culture et par la pacotille, par les objets, que ces sociétés sont en voie de disparition. Et donc de recueillir au moins l'information sur ces sociétés avant qu'elles n'aient totalement disparu. Comme ça, elles sont peut-être mortes sur Terre, mais elles continueront à vivre dans nos livres et dans nos musées. L'ethnologie, c'est ça. Bon. Donc c'est une science intégralement coloniale, mais malgré tout, qui a permis à des gens comme Clastres, à des gens comme Robert Jolin, de prendre parmi nous, parmi les nôtres, de vivre leur propre expérience, décoloniser dans leur tête et d'apprendre des choses dont ils avaient sans doute l'intuition, mais dont ils ont eu la confirmation chez les Guayaki, chez les Sahara, et en ce qui concerne chez les Piaroa, voilà, et chez les Hopi. Et donc voilà. Et donc à partir de ça, nous avons appris et nous avons la confirmation qu'il y a une autre façon d'être homme sur la Terre, une autre façon pour la société de s'organiser. Ça n'existe pas que dans les utopies, qu'il y a des sociétés sans État, qu'il y a des sociétés contre l'État, ça c'est la magnifique démonstration de Clastres, qui est en concordance parfaite avec l'enseignement des Iroquois, et des sociétés qui ont conscience de l'État, c'est-à-dire qui ont conscience du risque d'une autorité qui se sépare des gens, et qui ensuite les domine. Et c'est une intuition consciente, et il y a une action délibérée chez les Iroquois pour éviter cette séparation du pouvoir. Eh bien, ayant l'expérience de ces sociétés-là, nous pouvons dire que nous pouvons nous redire autrement notre propre histoire. Voilà. Et là où je partage justement l'idée sur cette nécessité de l'ethnologie, bien que coloniale, c'est que j'ai une expérience de Jean Rouch, son élève est d'ailleurs là, qui se retrouve au Mali et qui entre l'écriture et l'oralité, il choisit pour l'oralité. Parce que justement, ça nous a toujours été nié comme justement un procédé de valeur transmissible. Donc, il choisit l'oralité
il va questionner des tenants du savoir, les gardiens de temple au Mali, sur notamment Wakamasiko, sur des événements qui se sont passés, qu'il a entendus, les gens ont raconté, mais il voulait croiser les choses. Et Wakamasiko lui a parlé de ces choses avec un calendaire que lui-même ne comprenait pas. C'est-à-dire qu'avec des dates bien précises, qui n'a rien à voir avec le calendrier grégorien. Donc il fallait qu'il lui explique justement le calendrier sur lequel il se fondait. Et il en a passé des années pour analyser si les faits étaient exacts. Alors, du coup, quand on vient me dire que notre civilisation, notre éducation est extérieure à nous, ça nous a été importé, c'est normal que je me dise, attendez, est-ce qu'avant nous n'existions pas? Et c'est là, donc, c'est sur les critères. Bon, Jean a développé un certain nombre de critères sur lesquels nous portons nos recherches. Mais c'est sur des critères. Mais est-ce que avant, il n'y avait pas de monde? Il n'y avait pas de peuple? Il n'y avait pas d'autre organisation que l'organisation égyptienne, l'organisation gréco-romaine, et pour que nous soyons tout simplement figés sur ces organisations-là. Moi, je pense que nous avons des traditions, et sur ces traditions, ceux qui nous gouvernent le savent aussi, ils ne font pas exprès. Par exemple, généralement, dans aussi bien les étudiants et les promotionnaires que je croise, les gens de ma génération, quand je parle d'ethnie, ils sont frustrés. On peut l'interpréter comme on veut, hein. C'est-à-dire moi j'ai une interprétation de Weber qui peut être un groupe social et comme une ethnie, mais ils sont frustrés. Mais pourquoi ils sont frustrés? Ils sont frustrés, pourquoi? Parce que justement, la démocratie sur laquelle nous nous appuyons, nous, qui va nous exclure parce que nous ne représentons rien d'autre que cet intellectualisme-là, qui est la démocratie de 58 de France, ne prend pas compte de l'existence ethnique. Mais on a des gens qui se sont battus pour que justement ces traditions-là puissent émerger et puissent y arriver. Je parlerai de Boubou Amar, de Amadou Ampateba qui parlait d'État ethnique uni. Sauf, quand on en parle, la crainte c'est quoi? La crainte ce sont les frontières qui ont été tracées en 1885. Parce que si on organise autrement l'Afrique avec la réappropriation de nos traditions, se poseraient les problèmes des frontières. Mais est-ce qu'on a besoin de se poser les problèmes des frontières si ce n'est que voir comment les peuples, aussi bien d'une frontière ou d'une autre, peuvent justement se rassembler? Et c'est là où s'interpelle notre maturité. J'ai un autre ami, je crois, que j'entends, qui vient de rentrer, qui parle de mutualisation des connaissances. Mutualisons nos civilisations, mutualisons nos connaissances, mutualisons nos traditions. On peut le faire sans pour autant tenir compte des frontières. Ouais, vas-y, Marc. En arrière. Je crois qu'il faut abandonner le concept de mondialisation. Ça ne veut rien dire. Je crois qu'il faut parler d'impérialisme et certainement pas de mondialisation. L'impérialisme, il faut distinguer deux sortes d'impérialisme. L'impérialisme avant le capitalisme, et là je sors le cours de Rosa Luxembourg au sociodémocrate allemand en 1912, au parti allemand, qui a fait des cours extraordinaires. Donc l'impérialisme ancien a respecté les communes et les traditions, et les communes paysannes n'ont jamais été détruites par les impérialistes anciens, disons, Rome, entre autres. Et quand le système capitaliste naît il y a à peu près 200 ans, c'est un impérialisme nouveau qui détruit toutes les structures de la propriété communale, etc. Et toutes les structures communales paysannes sont détruites. Et en ce moment,
c'est encore pire, parce que ça continue. Ça continue. C'est pour ça qu'il y a toutes ces favelas, enfin, tous ces bidonvilles qui s'accumulent dans les grandes villes. C'est simplement Surtout cette lié à destruction ça. du monde C'est toute cette agricole. vie. Et ça, c'est notre système, et qui en même temps a une dimension, alors maintenant financière, démente, qui ne correspond même à pas grand-chose de réel, avec des crises incroyables. Et par contre, j'ai beaucoup apprécié le fait que la guerre de religion entre les chrétiens et l'islam, on n'en a rien à foutre, ça n'a rien à voir avec les traditions de l'Afrique. Alors il faut les virer. Il faut virer tout ça. Voilà ce que je pense. Juste pour que je réagisse, parce que sur l'impérialisme, et effectivement, c'est de l'impérialisme. On n'est que là-dedans. On n'est que là-dedans. Et il est dominant. Alors, Hein. nous, on est en train de penser que ça n'existe que maintenant. On revient encore avec ce que Jean a révélé, mais Marx l'a dit. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, dans le Capital, il le dit très bien, dans le Manifeste, il le dit. Marx a dit ce qui nous arrive là. Bon, ça s'étend. Donc maintenant, si on ne veut pas admettre qu'on est dans l'impérialisme, ce serait malheureux. Parce que, franchement, oui, famille de France va détenir toute la richesse française, mais posons-nous des questions. Comment? Et on a un président qui arrive et qui dénationalise. Je ne parle même pas de privatise, qui dénationalise. Pourquoi? Qui privatise tout. Pourquoi? Alors, ça veut dire qu'il y a un complot impérialiste qui est là. Donc, ça c'est l'ordre. Et chez nous, c'est encore pire. C'est encore pire. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que là où l'inculture est arrivée à son extrême, tu imagines un seul instant que moi, je ne m'affirme chez moi que je ne m'affirme chez moi que si aujourd'hui je suis franc-maçon. Ça c'est bon. Si aujourd'hui je suis chrétien, si aujourd'hui je suis musulman, si aujourd'hui je suis rosicrucien, et sur tout ça, on s'est assis sur quoi? Sur nos valeurs spirituelles. C'est-à-dire que les pouvoirs africains aujourd'hui ne sont fondés sur aucune valeur spirituelle. On peut dire ce qu'on veut. Vous allez peut-être me dire, mais en France, est-ce que les valeurs sont fondées? Mais si. La laïcité. Mais dans la laïcité, il y a les religions. Et pourquoi on se bat pour que l'islam soit dans le prototype des religions comme on l'accepterait avec l'acceptation des différences? C'est parce que, justement, ça doit être les bases fondamentales spirituelles d'une société. Puisqu'on a quand même 4 millions de musulmans. Et il faudrait que, justement, il faudrait les prendre en compte. Ce sont des choses qui se posent. Mais chez nous, ça ne se pose pas parce que sous le christianisme, sous la religion musulmane, il y a quelque chose qui ne s'est pas réglé, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie, et oui, et ça paraît comme ça, c'est la sorcellerie. Et cette sorcellerie-là, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on excuse aux responsables politiques qu'on ne voit pas, la destruction de la science, parce que dans des sociétés comme celle-ci, je dis sous le contrôle du doyen, dans les sociétés comme celle-ci, ça existait, mais plus la science évolue, plus ces notions-là aussi sont bonnes. Mais chez nous, il y a la destruction de la science, donc ça veut dire que la sorcellerie se développe de plus en plus. Et en plus de cela, il y a la destruction de l'école. Alors il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et quelle école? Alors, je voudrais rebondir d'abord sur la question de l'impérialisme, on est d'accord, c'est pas la mondialisation, c'est l'impérialisme. Hein.
mais avec une précision. C'est que le mode d'occupation d'un territoire par un pouvoir dominant parce qu'il a la supériorité militaire, c'est tout dans tous les cas, supériorité militaire, c'est-à-dire ce qui induit toute une recherche, le progrès technique, c'est celui qui a la meilleure armée, donc progrès technique, recherche, chaque fois la science, etc., pour avoir chaque fois la meilleure. Et puis l'apprentissage aussi dans les guerres de l'armement de l'ennemi, l'exercice de la guerre pour apprendre comment se bat l'ennemi, les Romains très fort là-dessus, très fort les Romains là-dessus, très intéressant les Romains à tout point de vue d'ailleurs, parce que c'est le premier système impérial mondial, la vocation mondiale, et qu'il a été quasiment, enfin, en tout cas sur toute l'ère, soi-disant connue de l'époque, hein. C'est le premier système impérial mondial. C'est vraiment le premier système impérialiste à l'antique. Or, il n'y avait pas de capitalisme. Donc, l'impérialisme est antérieur au capitalisme. Et l'impérialisme, dans sa variante destructrice aussi, parce qu'il y a eu toutes les formes d'occupation du territoire de l'autre par Rome. Pensez, il a fallu à peu près 1000 ans pour qu'ils aient conquis en fait quasiment toute l'Italie. Donc pendant 500 ou 600 ans, ça se passe dans le Latium. Il y a une guerre par an. Hein, dès qu'on élit un dictateur pour mener cette guerre à bien, et puis dès que la guerre a été menée à bien, on revient à la démocratie, enfin à la République. Hein, à la République, hein, voilà. Et puis ça permet de résoudre des problèmes internes parce qu'il y a des afflux. Alors pourquoi y a-t-il des afflux de population? Parce qu'il y a des populations, il y a le choix. À partir du moment où Rome a prouvé la supériorité de ses armes sur tous les alentours, on passe en quelque sorte à la deuxième phase de l'impérialisme qui est la parole. Il suffit de dire, vous vous soumettez ou on vous détruit. Ben, il y en a qui préfèrent se battre et ils sont quand même détruits. Alors à la longue, tout le monde le sait. Bon, si on nous fait cette parole, soumettons-nous, et à ce moment-là, quelles sont les conditions? Tributaires ou de toute façon, hein, donc un paiement d'un impôt massif. Donc tout le pays va être mis dans la situation d'avoir à travailler pour donner sa production ou le produit de son travail. Le surproduit. Le surplus, compte tenu de la reconstitution de la force de travail. Dans certains cas, c'est avec maintien complet des structures sociales préexistantes, simplement le chef, Et la propriété de la terre. Hein? La propriété de la terre. La propriété de la terre, et du coup, c'est ça la différence. Et du coup, ouais. Elle est là la grande différence, Oui. avec le système actuel. D'accord. Et donc il y a toutes les formes il y a eu, les Romains ont expérimenté toutes les formes, depuis la destruction totale jusqu'à l'intégration des populations vaincues ou soumises, et en passant par le système tributaire dans lequel soit ils organisaient la colonisation dont j'ai oublié de parler. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont eu un afflux de population dans Rome et où ils ne pouvaient plus contenir ni gérer le problème d'un surplus de plèbe revendicative, ils ont organisé le système de colonisation, c'est-à-dire que dans des pays qu'ils avaient rasés, ils ont envoyé des gens avec le statut de citoyen, etc. Donc il y a eu ces 4 variantes. Mais le capitalisme est la forme qui s'est développée à partir du XVIe siècle à peu près, hein, avec on peut et on doit, il y a avantage à en faire l'histoire et à voir quand et comment et où elle commence et comment elle s'est mise en place et comment elle est devenue dominante en 4 siècles par rapport au système politique étatique. En tout cas, comment il y a eu une collusion des deux pour faire en sorte que, comme c'est ce qu'on est en train de vivre ici en Europe, il y a affaiblissement du pouvoir des États, avec durcissement de leur côté, du côté répressif et antipopulaire, et beaucoup plus grand, et soumission à des super-États qui sont en train de s'organiser sur leur... Mais ça, encore une fois, c'est Rome. Le capitalisme s'inscrit dans une logique de l'expansion dont le modèle est donné par Rome. C'est pour ça que je pense qu'on a vraiment avantage à étudier l'histoire et pour se raconter sa propre histoire, et que ce soit une histoire, comme tu as dit, communale ou
comment tu as dit, tu as employé un mot là, mutualiser, pour que nous puissions mutualiser notre propre histoire. Je crois qu'on a tout à fait avantage à revenir aux fondamentaux de la véritable histoire qui a d'abord été celle de l'Occident et qui ne commence pas avec la Grèce. Parce que la Grèce n'a pas du tout réussi son coup, c'est Rome. Non, mais moi je trouve qu'on devrait partir d'ailleurs encore. Ouais, ouais. Avant cette histoire et qui remonte avant l'arrivée des États. Parce qu'on a quand même vécu 400 000 ans avant. Et maintenant avec l'archéologie et les nouvelles sciences, aussi bien la datation au carbone que la neurologie et tout ça, on peut découvrir quand même des fondamentaux qui sont soit dans les animaux, soit dans les os donc de nos ancêtres, puisque pendant 400 000 ans, on n'a jamais rien écrit. Or, on dit que quand c'est pas écrit, il n'existe pas de culture, de civilisation. Or, c'est faux. Là, ça se découvre avec les nouveautés de l'archéologie. Et je pense que maintenant, on va être capable de faire un vrai bond dans la manière dont on pense l'homme. Et de même que pour moi, le début du capitalisme se situe à la découverte de l'Amérique, aux découvertes du moment où la Terre n'est plus plate, l'arrivée de l'imprimerie. Pour moi, je situe aujourd'hui avec le numérique, c'est toutes ces découvertes de nouvelles technologies qui vont nous permettre de redéfinir la place de l'homme et de l'histoire de l'homme dans l'univers, enfin, en tout cas dans cet univers connu qui est notre monde fini. Ça, j'en suis persuadée. C'est-à-dire que ça va remonter bien avant, justement, les Grecs et les Égyptiens, et qui sont tout à fait récents. Parce qu'en 400 000 ans et 4 000 ans, enfin, c'est un centième quand même. Et pourtant, on a vécu très bien. Avant. Donc, à vous un peu. Dans la salle. On n'est pas la salle, parce qu'en fait, on pourrait être en cercle, mais on n'est pas en cercle. Mais imaginons que nous soyons en cercle. Vas-y, parle plus fort. Sur les sociétés Primitive. Ouais, vas-y. Primitive, sans État, qui étaient passés, enfin, qui étaient dans l'abondance, etc., et qui se sont méfiés d'une création possible de l'État, et que elles ont réussi à se garder, parce qu'en fait l'État est quand même très très producteur de tout ce que nous malheur. Bah les tiens aussi, hein, je pense. Toi, t'en es indemne. Non, mais bon, essayer de se débrouiller en se prémunissant de la toute-puissance des États. Oui, mais comment se prémunir? C'est comment se ça, représenter qui on est. Moi, je pense qu'il faut les jeunes. Et peut-être décoloniser aussi l'imaginaire. Oui. Mais bon. La question, c'est quand même à quoi ça sert l'histoire? Qu'elle soit vraie ou fausse. Ouais. À qui ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert ou à qui ça sert? Vrai entre guillemets ou fausse entre guillemets. À y voir clair. Alors, je vais y répondre et je vais y répondre aussi bien par des exemples précis. À quoi sert l'histoire? Chez nous, par exemple, on a en principe, comme en fait Rousseau ne l'a pas découvert, c'est une réalité naturelle, la première société organisée est familiale. Naturellement, c'est la famille. C'est la première. Donc, la famille élargie. Oui. La petite famille. Oui, non, la famille. Donc après, justement, elle s'élargit. Elle s'élargit éventuellement, et puis on arrive à un groupe social avec un chef. Un chef qui est le parent, le grand-père de toute cette famille. Et on arrive maintenant à la définition, qu'on le veuille ou non, de l'ethnie ou du groupe social. Si on ne veut pas l'ethnie, on prend le groupe social. Chez nous, ça existe. Ça existe encore. Quand les colons arrivent chez nous, ces structures qui sont des structures fortes, fondamentales et qui ont des traditions concrètes vont être déstructurées. Pourquoi? Parce que justement, il faudrait diviser pour mieux régner. Ils vont créer la violence là-dessus. Mais attention, c'est pas parce qu'on brûle les traces de l'identité que l'identité est aussi brûlée.
on reste dans cette notion familiale et dans l'attachement à la famille, aussi bien élargi, ou bien dans cet attachement à l'ethnie. Avec colonisation évoluant, christianisme contribuant, on arrive à des structures d'organisation sociale étatique de 1958, d'ici. Pas avec la même histoire, c'est-à-dire on prend les constitutions d'ici, on emmène là-bas, on n'a pas les mêmes histoires. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, on va être tiraillé entre le tenant de la famille, c'est-à-dire les constituants du peuple. C'est pour ça que je demande à Jean de quel peuple? Les constituants du peuple et les colonisés que nous sommes. Parce que moi, j'ai fait partie, hein, je me bats pour être décolonisé, mais ma nièce vient encore me recoloniser. Donc, que nous sommes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, qu'est-ce que nous entraînons, qu'est-ce que nous emmenons au peuple en prenant justement les postes de l'État, les postes étatiques, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, que Jean a bien posé la question encore récemment. Qu'est-ce que nous apportons? Nous apportons les valeurs exogènes. Et on arrive avec ça. Ça veut dire qu'on est en conflit entre les tenants du peuple et nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un vrai désordre. Aucun pays africain aujourd'hui est stablement, culturellement assis. Qu'on le veuille ou non. Mais il faut vraiment être inhumain que de penser, en connaissant l'histoire, qu'aujourd'hui on trouverait en Centrafrique des chrétiens et des musulmans se battre. C'est ça. Ça sert à l'histoire. Et encore mieux, c'est que aujourd'hui au Congo, on est en train d'abriter le plus grand mosquée de l'Afrique. Mais attendez, on devient fou ou quoi? C'est-à-dire qu'on est en train d'abriter la structure coloniale qui a fait de nous des négriers à l'époque de la traite négrière. Mais voilà à quoi ça sert l'histoire. Si on avait la connaissance de l'histoire, on en serait loin. Et encore mieux, celui qui est là-bas, il va emmener De Brazza. De Brazza est accepté là-bas et admis comme un colonisateur humaniste. Je n'en connais pas des colonisateurs humanistes. Je ne connais pas un homme qui vient chez moi, qui prend ma femme, qui fait l'amour avec, qui donne à manger à ma nourriture à mes enfants en se disant que c'est lui qui les achète et qui soit humaniste. Je n'en connais pas. Mais sauf qu'on a cette notion-là, justement, la déculturation est à ce niveau. Donc, ce gars-là arrive là-bas et il a un mausolée que les gens qui se sont battus contre le colonialisme n'ont pas. Il a un mausolée qui coûte des millions d'entretien, des frais pour les Congolais. Mais encore mieux, quand on gratte très bien l'histoire, tu as demandé l'histoire, quand on gratte très bien ce gars-là, c'est un franc-maçon. Le gars qui est au pouvoir, c'est un franc-maçon. Donc c'est entre frères que ça se passe. C'est pas entre politiques que ça se passe. C'est l'intérêt justement de détenir l'histoire. C'est pas mon interrogation. On peut avoir une histoire coloniale, une histoire africaine ou indienne ou autre. On peut avoir différentes histoires. Et à chaque fois, on construit des histoires. Pour des causes différentes. On construit des histoires qui sont des sources de pouvoir. Mais pour moi, la question, elle n'est pas quelle est la bonne histoire, la vraie histoire, celle d'un endroit ou d'un autre, d'un colonisateur contre un occupé, d'un occupant contre un occupé. La question, c'est à quoi sert l'histoire? Comment on utilise l'histoire? Bon, vas-y, Marc. Non, mais
En fait, on pourrait dire, mais à quoi sert la mémoire, même de ta propre ville? C'est pas la même chose. Ben si, parce que ma mémoire, je peux avoir la mémoire de ma vie, de ma famille, de mes origines, jusqu'à l'univers, les 13 derniers milliards d'années, c'est une mémoire. On peut avoir la mémoire de tout. Il y a une, il y a À quoi ça sert? une Donc on phrase, veut avoir une mémoire claire. il y a une phrase qui est dans le langage, c'est raconter une histoire. Oui, attends. Non, non, mais elle est là, c'est le sens. Voilà, alors il y a monsieur qui veut revenir. Levez-vous pour prendre l'entendre. Non, en fait, je voulais juste m'interroger sur la conception d'une histoire telle qu'elle est présentée. Parce que moi, mes parents, mes arrière-parents, ils ont vécu une période avec une culture, avec des traditions, des cultures. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des colonisateurs qui sont venus, qui nous ont colonisés. Et pour moi, en fait, du point de vue de l'histoire, cette colonisation, on l'accepte ou non, fait partie de mon histoire. Parce que je suis produit non seulement des structures passées de mes arrière-parents, mais aussi de la colonisation. Tout mon être, toute mon identité est façonnée par ça. Et donc, j'ai un peu du mal avec le discours qui a tendance à sceller d'un côté une histoire qui serait immuable et danger de celle de nos arrière-grands-parents. Il faudrait quelque part en quelque sorte ressusciter. Et donc nous devons, c'est sur laquelle nous devons fonder en fait notre avenir et oublier que nous sommes les produits de notre histoire aussi. Si on prend l'histoire de la France, mais on voit dans la culture française qu'il y a des apports multiples. Tout à l'heure, le monsieur a parlé de la Rome. On voit qu'il y a des apports de la Grèce. On voit qu'il y a des apports du judaïsme. Et tout ça, les Français se sont appropriés tous ces éléments-là pour en faire une histoire. Pour faire une histoire, non seulement une histoire, mais une culture qui est vivante. Qui fait qu'on avance. Mais... Enfin, je ne suis pas sûre qu'on avance en France. Non, moi je ne pense pas. L'histoire est fabriquée par à chaque fois la nation. Au début, par exemple, nous, il y a 20 ans, on croyait qu'on descendait des Gaulois. Aujourd'hui, on pense qu'on descend des Celtes. Parce que depuis que l'Europe a été fabriquée, on a décidé que c'était plus simple comme terme dans l'historiographie de décider que nos descendants. Vous voyez, l'histoire évolue suivant le pouvoir qui est en place. Là, c'est la construction de l'histoire. Voilà. Après, il y a à l'intérieur de chacun comment on se raconte son histoire. Non, je suis d'accord, mais sauf que dans l'intervention, j'ai comme l'impression qu'on peut bâtir une société politique en se fondant sur l'histoire. Mais sur une histoire qui est choisie quelque part. Mais on excusez-moi, la société française, elle n'est pas bâtie sur une histoire authentique française. C'est-à-dire celle de, je ne sais pas de quelle... Mais il n'y en a pas, elle n'existe pas. À part la mienne, celle que je peux vous raconter, qui est la seule juste. Mais les autres... Mais vous devez... Est-ce que vous racontez... Quelle est l'histoire que vous racontez à vos enfants? C'est ça la question. Je voudrais raconter à mes enfants l'histoire, en commençant par celle de mes ancêtres, mais jusqu'à aujourd'hui. C'est bien, ben voilà, moi la aussi. colonisation. Voilà. Il faut qu'on s'en approprie. Donc ça sert à ça l'histoire. Moi, c'est ça la réponse qu'on peut donner à François. L'histoire, ça sert à raconter à ses enfants. Voilà. Moi, je pense que c'est ça, à quoi sert l'histoire. C'est ça qui... Je Alors, pense qu'on va mais monsieur aussi voulait parler. Qu'est-ce que vous François, vouliez dire? juste pour dire, parce que il a parlé de la société française. On a une société française fondée sur les Lumières. C'est une société intellectuellement pensée, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne soit pas corse. Voilà, qu'on ne soit pas occitan. Qu'on ne soit pas occitan. Ok? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a été victime de la colonisation, ce n'est pas pour autant qu'il ne soit pas viré. Mais encore faudrait-il qu'il reconnaisse qu'il est viré. Et qu'il n'est pas oublié. Voilà. Et qu'il n'est pas oublié. Non, mais je comprends ce que vous dites. Mon propos, c'est juste de vouloir lier l'histoire et la construction politique. Parce qu'en fait, quelque part, ça a été ça. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si nous avons des malheurs aujourd'hui, c'est parce que quelque part, on a oublié qui on était en fait par rapport à nos ancêtres. Je crois que c'est plutôt si vous avez des malheurs aujourd'hui, c'est qu'il y a l'armée qui est arrivée chez vous. Non, c'est parce qu'on a oublié aussi de s'approprier. Non, mais l'armée est extérieure. Hein. Non, mais je pense aussi parce que... C'est des valeurs étatiques. Nous voulons à tout prix escamoter une partie de notre histoire qui est reliée à la colonisation. La colonisation nous a forcément propulsés dans une société qui n'est plus celle de nos ancêtres. Et si on n'en prend pas conscience... Mais on est en train de... Mais c'est vous comme c'est moi. Parce que moi, je suis béarnaise, ma mère, elle est là.
Dans le Béarn, les femmes avaient le droit de vote jusqu'à la Révolution française. Eh bien oui, mais ça, je l'avais oublié. Et j'ai été le chercher. C'est pour ça qu'on dit, oui, non, mais ça, c'est important dans l'histoire pour se fabriquer. C'est d'aller chercher ce qu'on nous a caché. Parce que moi, en tant que femme en France, ça fait pas longtemps qu'on a le droit de vote. Et les droits des femmes ne sont pas formidables encore, même en France. Or, nous, pendant des siècles et des siècles, on était l'égal de l'homme. C'est pas que c'était patriarcal ou matriarcal, on connaissait pas ça. C'était l'aîné. L'aîné, qu'il soit femme ou homme, avait le nom et la maison. Voilà. Et avait le droit de vote dans la vallée et dans la commune. Mais ça, c'est quelque chose que je me suis réapproprié, qui ne m'a pas été enseigné, qui m'a donné un peu de fierté et de savoir que je n'appartenais pas à ce peuple qui a été raconté dans les livres d'histoire et qui m'est raconté au quotidien dans la ville et qui m'est raconté par les politiques aussi. Et aussi les termes qui sont utilisés, et comme la nature hostile, je le refuse. Après, ça se discute. Mais pour moi, ça c'est une colonisation que de me dire que j'ai toujours été dans une nature hostile. Je pense qu'avant, donc quand même, les Béarnais, à mon avis, ils sont descendants de sociétés qui n'ont jamais été touchées justement par les Romains, les Gaulois. C'est une société qui est restée comme assez pure parce que pour une raison géographique. Donc c'est pour ça que nous, on a gardé cette tradition jusqu'à encore très peu de temps, cette réalité de la place de la femme qui est différente. Mais si ça, j'en avais pas conscience, je ne me serais pas levée avec Jean pour écrire le livre qu'on a écrit, justement. Parce que j'aurais pas réussi à nettoyer ce qu'il y a dans ma tête en me disant « Ah ben moi alors je suis fille de colonisateur », parce que quand on est aussi descendant du général Baratier qui s'est conduit d'une manière comme tous les colons, c'est pas facile à vivre. On n'est pas fiers. On se dit, mais après, on ne va pas aller faire le contraire, ce qui est pire encore. Il faut arriver à être soi-même, quoi, pour avoir un rapport juste à l'autre, c'est-à-dire à ceux qui... Bravo. Alors, monsieur veut prendre la parole, pardon. Allez-y. Merci beaucoup. Je tiens déjà à remercier pour l'intervention, parce que nous venons apprendre. Pour ce qui est de l'histoire, je dois dire que l'histoire est un outil majeur de développement. Et pour nous qui sommes africains, l'Afrique ne peut pas pleinement accéder au développement si on ne s'approprie pas notre histoire. Parce que la connaissance de l'histoire d'un peuple procure le sentiment d'appartenir à une communauté apparue bien avant notre naissance et qui se perpétuera longtemps après notre mort. Donc il est important que nous connaissions d'où on vient, pour mieux savoir d'où on vient. Et je pense que pour mieux baliser l'avenir d'un peuple ou d'une société, il faut être capable d'interroger le passé et de constater le présent. Autrement dit, c'est la connaissance du passé et la compréhension du présent qui permet une meilleure projection dans l'avenir. Si nous, on veut accéder au développement, nous qui sommes africains, nous rêvons aussi d'accéder à ce développement-là. Il nous faut absolument s'approprier cette histoire. Pourquoi? Parce que le développement, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un phénomène global et c'est l'ensemble des modifications, des transformations qualitatives qui favorisent l'amélioration des conditions d'existence, aussi bien sur le plan social, politique, économique, culturel, sportif, etc. Donc, pour que l'Africain puisse accéder au développement, il est important qu'on s'interroge dans notre passé et qu'on recherche des éléments qui certainement étaient meilleurs, parce qu'aucune société ne peut prétendre avoir tout ce qui est bien, parce que l'homme, de par sa nature déjà, est un être psychosomatique, c'est-à-dire c'est une dualité, c'est la dualité du bien et du mal. Donc qu'est-ce qu'il y a dans notre histoire et qu'est-ce qui est meilleur dans notre histoire et qui peut aider l'Afrique aujourd'hui qui veut lever la tête, qui veut se relever parce qu'elle a existé, n'est-ce pas, dans le passé, et qu'elle souhaiterait exister encore dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans notre passé qui peut nous aider et qui peut aider la jeune génération, n'est-ce pas, de participer pleinement au développement? Et à ce niveau-là, l'histoire c'est important. L'histoire c'est important, aussi bien pour les Africains que pour n'importe quelqu'un. Donc c'est ce que je voulais dire. Et je voudrais qu'on essaye le livre du pillage dont je venais, parce que je voulais en savoir un peu plus. Je ne sais pas si vous allez en parler dans... Là, je n'ai pas vu l'heure qu'il est, parce qu'il faut laisser... On laisse aussi la conversation arriver. Mais ce que je voulais dire, là, par rapport à ce que vous venez de dire, ce qui est très juste, mais parce que là, vous parlez en général pour faire des choses. Moi, je pense que pour faire des choses et que ça soit tout un... changer l'Afrique, c'est pas possible. Mais se changer soi-même, c'est possible. Et à travers la recherche de l'histoire, on peut se changer soi-même, justement, pour bien vivre au quotidien et être heureux
au quotidien. Ce qui est quand même la chose qui après est exemplaire et qui peut permettre aux jeunes et aux autres de prendre exemple. Parce que sinon, c'est un peu se dire qu'on va comment changer par le haut. On a vu que c'était pas génial par Marx. On a vu qu'en Chine non plus, c'était pas génial. Mais si on essaie de changer par la base, chacun a la connaissance de son histoire qui se raconte, à ce moment-là, il est heureux au quotidien, je pense. Enfin, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi, mais quand on connaît bien son histoire, on peut être fier de soi et non? Ça ne suffit pas pour bien vivre. Ça ne suffit pas pour? Ça dépend de l'histoire. Bah, c'est quand même pas mal. Oui, en même temps, quand on veut changer quelque chose en Afrique, c'est pas un individu, c'est un ensemble d'individus. C'est une pensée, c'est. Et si on mutualise, et si on mutualise, n'est-ce pas, cette fierté de la connaissance de son histoire, cela peut aider à quelque chose. Pourquoi? Parce que lorsque je connais mon histoire et que l'autre connaît son histoire, lorsque nous connaissons ensemble notre histoire, n'est-ce pas, et cette connaissance commune de notre histoire peut nous aider, n'est-ce pas, à avoir une réaction en chaîne, hein, n'est-ce pas, qui va aider à quelque chose. De même, pour prendre l'exemple, vous savez que pour mieux construire un engin atomique, il est important, il ne suffit pas tout simplement d'avoir l'uranium naturel, mais il est important de savoir que dans l'uranium naturel, c'est l'uranium 237 qui est fissile. Hein, et combien de kilogrammes il faut, n'est-ce pas, de masse critique de cet uranium naturel qui va aider, n'est-ce pas, à pouvoir enclencher, n'est-ce pas, une explosion atomique. Donc c'est important pour nous, n'est-ce pas, chacun à son niveau, de connaître cette histoire. Et si on la connaît bien et qu'elle est utile pour nous, globalement, ça peut aider, dans le cas des Africains, d'émerger et de faire quelque chose dans la société. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Je trouve que c'est très très intéressant et ça pose le problème de la façon dont on se pense soi-même, individuellement ou collectivement. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'histoire comme d'un discours. Il y a un discours, on raconte une histoire. C'est une histoire qui partirait de la bouche de celui qui la prononce. Mais une histoire ne part pas de la bouche, une histoire part d'un fait passé, connu ou non, et transmis ou non. C'est l'autre dimension de l'histoire, c'est la dimension matérielle, factuelle, réelle. Et le discours, je me demandais quelle était l'importance de l'histoire, quel était le rôle ou la fonction de l'histoire, on m'a rappelé le mot précis que tu as employé. À quoi sert l'utilité donc, de l'histoire? Alors si on pense qu'elle a une utilité, est-ce qu'elle est, posons les choses simplement, dans une société où il y a des gouvernants et des gouvernés, est-ce que c'est la même utilité pour les gouvernants et la même pour les gouvernés? Bien sûr que non. Donc l'utilité préexiste à ce moment-là au discours. Et il y a une finalité qui va être l'utilité de faire en sorte que les gouvernés soient à leur place dans cette histoire en tant que gouvernés, et ils l'ont été tout le temps, et ils le méritent. Péché originel, hein, au besoin. D'accord, hein. Et en remontant plus loin, divinisation du souverain. Donc voilà, les rôles sont bien répartis. On vous a épargné. Soyez contents. Voilà. Ça, c'est la façon du gouvernant, et on voit l'utilité parfaitement. Mais les faits là-dedans, zéro. Zéro, il n'y a pas de fait. C'est un pur discours. Alors, se rapproprier son histoire, dans ce il y a plusieurs discours, on a dit. Il y a plusieurs histoires, du coup. Par exemple, celui qui est royaliste, lui, ce qui lui importe, c'est l'histoire des rois. Il peut en faire son deuil provisoirement. Il y a éclipse. Bon, celui pour qui l'histoire commence à la Commune peut aussi en faire provisoirement son deuil, parce que pour lui, le moment fort de l'histoire, c'est celui où le peuple de Paris, en l'occurrence, a tenté de reprendre le pouvoir sur la classe qui l'opprimait. C'est pas la même histoire. On ne se réfère pas à la même histoire, parce qu'on n'a pas la même position dans cette société, dans la grande échelle gouvernant et gouverné, et puis la classe intermédiaire des complices. On n'a pas du tout la même position. Vous voyez ? Donc là, c'est la première. Mais d'ailleurs, on peut évoluer aussi, parce que moi, depuis une semaine, maintenant, mon histoire commence quand j'étais anthropophage. Ouais. Donc ça évolue aussi sur une vie, l'histoire. C'est pas uniquement individuellement, mais même au sein d'un individu, elle évolue, la place de l'histoire. Tout à fait, ça c'est un problème énorme. Si tu permets, on fait. Gigantesque. C'est reparti dans la Mais l'autre aspect, c'est que en fonction. Alors mettons, je pousse un peu plus loin. Je crois que là on va arriver presque à cerner un concept. C'est que tout en me référant à la Commune,
Hein, c'est la commune. Enfin, l'histoire, il y a une bouffée d'air à la commune. Enfin, le peuple qui a été complètement blousé à la Révolution française et qui a laissé la bourgeoisie reprendre le pouvoir sur son dos et restaurer l'État, c'est-à-dire un État avec tout ce que ça comporte, donc un système de gouvernement gouverné, un système de classe, et exploité avec la nécessité d'une classe basse convaincue, etc. etc. Bon. Le peuple, à ce moment-là, a tenté de reprendre son pouvoir. Maintenant, les gens de la commune qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie se sont, au bout de quelques années, très mal conduits vis-à-vis des indigènes. Donc, bon. Alors, ça veut dire qu'on peut être communard tout en étant raciste. Problème. Un aspect des choses. Un autre, pour être plus près du concept, c'est que on a beau se référer dans l'histoire des États dans laquelle nous baignons jusqu'à tant qu'on n'a pas franchi cette espèce d'enveloppe, tant qu'on est dedans et tant qu'on n'est même pas conscient d'être dedans, le problème, c'est de savoir comment on se pense collectivement. Par exemple, autrement dit, le risque, pour aller vite, et s'il n'y a pas, de façon quasi permanente et tellement insidieuse qu'on peut ne pas s'en apercevoir, le risque de se penser à travers l'outillage conceptuel précisément de l'ennemi de classe ou de l'opposant ou du dominant ou du dominateur. Je pense que ça c'est un problème qui doit être particulièrement cuisant pour les gens qui, en Afrique, je pense que c'est une question que je vous pose, parce que là, l'affaire est récente. Quand c'est plus lointain, on l'a oublié. Mais c'est le fait d'être... Par exemple, vous parlez du développement. Vous parlez du développement et vous disiez, le développement, qu'est-ce qui peut aider à ce que nous nous développions? Vous posiez le développement comme une valeur positive. C'est une valeur qui vous vient d'ailleurs. Le développement, aujourd'hui, si vous voulez, il y a un grand débat dans cette société, ici en France, à propos du non-développement. On pense que le développement est pensé, ce qu'on a mis dans l'enveloppe du développement, dans l'enveloppe du mot développement, une quantité de choses qui sont un petit peu du même ordre, si vous voulez, que le progrès. On appelle progrès, voilà, le progrès. Mais sans prendre compte que le progrès dans un seul domaine, sans avoir envisagé tout l'ensemble, s'accompagne nécessairement d'une régression dans un autre domaine. Il peut y avoir le problème global. Donc vous parlez de développement comme quelque chose, et en sorte, j'entends derrière votre mot de développement une notion économique. Alors, ça veut dire qu'il y a développement, il y a développement économique, il y a développement scientifique, mais ça voilà, ça veut dire il y a quelque chose là qui est de l'ordre de ce qui demande à être réfléchi dans la reconstruction des histoires. Par rapport, vous disiez le problème politique, l'histoire pensée par rapport aux politiques, quelque part la question de savoir quel est le rapport entre celui qui parle, les faits sur lesquels il se base, et le contenu de l'histoire qui déroule, la première question c'est de savoir il parle d'en haut ou il parle d'en bas. Et alors, il parle avec moi ou il parle de ceux qui m'imposent, qui veulent me faire croire quelque chose, qui distillent tout ce système par l'école, par les médias, pour me faire croire ce qu'ils veulent. C'est très important. De quel côté vient l'histoire? Et aujourd'hui, le problème politique, il n'est pas dit. On a un problème politique aujourd'hui qui est neuf en France, qui est porté par des jeunes et qui pose par rapport aux grands projets inutiles de l'État la question du bien fondé de ces projets, parce qu'eux partent du point de vue selon lequel il y a eu assez de destruction dans la nature comme ça, et que chaque parcelle de terrain préservée, c'est du développement bien pensé pour l'avenir et pour nos arrière-petits-enfants. Et voilà, c'est dans la mesure où on peut s'organiser entre nous sans être obligé, sans contrainte, c'est là qu'il y aurait politiquement un développement intéressant, et que c'est à partir de là qu'on peut envisager un avenir. Sinon, on est simplement dans une position où on n'a même pas le droit de penser. On n'a pas le droit de désirer, on n'a pas le droit. Il y a un nouveau, alors je dirais, discours qui est ancré sur une relation forte à la nature. Ça, c'est une formidable décolonisation de l'esprit des jeunes, et je la souligne, et je leur tire mon salut au passage. Ce sont des gens qui, une ou deux générations, on appelait des punks, et avec leurs chiens, leurs canettes de bière, et donc on pensait que c'était des gens qui n'avaient pas de cervelle. Eh bien, ce sont ces jeunes, en partie, qui se trouvent sur les ZAD et qui occupent le terrain
et qu'il se voit envoyer les forces gouvernementales pour protéger des entreprises privées qui ont décroché des contrats illégaux et qui les attaquent, Je suis témoin. Je suis allé plusieurs fois au tester et j'y parle ici en tant que témoin de la raison pour laquelle ces jeunes sont là, c'est pour défendre la nature. Et c'est quelque chose de totalement nouveau, parce que là, il y a quelque chose qui a été franchi, qui n'existait pas comme horizon politique. Ça va plus loin que l'État, ça va plus loin que tout. C'est quelque chose qui n'existait pas chez Rousseau, qui en a donné une fausse image. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est beaucoup plus ancré à la façon dont dans les sociétés traditionnelles indiennes, pour ma part, comme point de comparaison, parce que c'est pas celle-là que je peux les retrouver, mais j'ai remarqué qu'effectivement le modèle existait pour eux. Et la question est fondamentalement celle de savoir dans quelle mesure, sur ces lieux de lutte, sur ces lieux de défense des droits de la nature, comment on peut commencer à organiser une société qui soit horizontale, c'est ça le mot qu'ils disent, dans l'horizontale, sans passer, en veillant, comme Clastres décrivait les Guayaki, en veillant à ce qu'aucun pouvoir ne se constitue, celui qui sait le mieux parler, ou celui qui ceci et cela, et chacun est remis à ça, et trouve sa place dans un cercle, disons, égalitaire qu'il faut d'améliorer. Et ça, c'est une expérience alors, de démocratie tout à fait intéressante. J'insiste encore une fois sur le fait que ce n'est pas une démocratie qui se passe seulement dans la tête, ça se passe sur des lieux de lutte, avec une présence policière qui, après avoir défendu des entreprises privées illégales, protège maintenant des pro-barrages qui organisent des milices de type parfaitement fasciste et qui empêchent l'accès à la ZAD des gens qui voudraient continuer à venir rendre visite et apporter des provisions, etc., qui empêchent la circulation et qui protègent les milices pro-barrages, qui les protègent. Et ça, on peut en tracer la filiation, l'histoire, la très courte histoire. Voilà une histoire. Tiens, une histoire qui parle d'un témoignage. Quand j'ai été en octobre au Testé, en août au Testé, Sivins, plus connu sous le nom de Sivins, j'ai participé à une défense pour empêcher les grosses machines d'entrer sur le territoire de la ZAD, qui avait déjà été déforesté au tiers, et il restait encore 2 tiers à déforester, et c'est ce jour-là où il y a eu 4 ou 5 anti-barrages qui se sont enterrés, seules leurs têtes dépassées, et donc, bon. Et j'ai vu, je n'avais jamais été depuis pas mal d'années confronté à la présence policière, armée. J'ai vu, enfin il y a le bon, quoi, c'est Robocop, quoi, des types surarmés, l'équipement des gardes mobiles, maintenant on les a tous vus partout, puis ils ont refait dans les villes, après la mort de Rémi Fraisse, mais j'ai été frappé non seulement de leur équipement, mais de leur mépris pour les gens qui avaient... En fait, ils n'étaient pas face à des citoyens, ils étaient face à de la vermine. Ils nous considéraient en face d'eux comme de la vermine. Et ça m'a vraiment frappé. C'est-à-dire, et ensuite, bon, la violence s'en est suivie. C'est-à-dire qu'ils étaient non seulement autorisés à se conduire comme ils l'ont fait, mais donc commandés par des lieutenants-colonels qui recevaient leurs ordres du préfet, qui recevait son ordre du ministre de l'Intérieur. Et l'ordre du ministre de l'Intérieur était lisible et visible dans l'attitude de la police gouvernementale. Le mépris, non, il y a eu la violence, mais il n'y avait pas le mépris. Il n'y avait pas le mépris. Il n'y avait pas le mépris pour les sous-hommes. Le mépris pour les sous-hommes. Et donc voilà, mon histoire va de ce mépris au fait que cette même police aujourd'hui protège des gens qui sont simplement pas du même avis que ceux qui font ces manifestations. Voilà l'histoire que je voulais raconter pour illustrer à la fois
d'où viennent les histoires, quels sont les discours. Par exemple, là, comment l'histoire se fait au présent. Eh ben, vous avez tous été témoins de la façon dont les choses ont été racontées par les médias, et surtout dans les choses qui ont été racontées qu'à partir du moment où il y a eu la mort. Parce que ça a duré depuis 3 mois. Là, on a eu un exemple vraiment flagrant. Et aujourd'hui, on peut voir qu'on voit les choses, on les voit. Alors, c'est-à-dire, la colonisation, on n'est plus au stade, je dirais aujourd'hui, de la colonisation inconsciente. Elle est flagrante. Juste pour relier la question, cette question-là et le développement. Personne, enfin, du moins ceux qui sont ici, ne me connaissent, parce que ça dure depuis le IIIe siècle, hein, la colonisation, qui sont ici démontrent que nous avons été colonisés. Mais pour autant, parce que nous avons été colonisés, nous devions ignorer ce qu'est notre histoire, nos traditions. Non, il faudrait justement s'y appuyer. Donc là, je viens sur ce qu'il venait de dire. Je prends un exemple en matière de développement. Très bien, tu as été colonisé. Tu vas à Brazzaville, tu vois toutes les maisons en dur qui sont là-bas. C'est-à-dire, on construit avec des briques. Sauf que tu n'as pas demandé à ton père, parce que ton père, je le connais. Tu n'as pas demandé à ton père pourquoi il préférait construire avec la paille. Tu ne lui as pas demandé. Mais pendant que nous sommes en train de construire avec les briques, en Occident, ils ont traversé les briques. C'est-à-dire qu'ils cherchent maintenant la paille et le bois. Alors donc, on va d'abord, puisque nous avons été colonisés, on va d'abord survivre avec les briques, avec cette chaleur, pour revenir à ce que nous étions. Mais c'est quand même... attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que nous ne nous posons pas des questions. Ça voudrait dire que nous croyons que dès lors que nous avons été colonisés, il faut bannir ce que nous étions, il ne faut pas se poser des questions sur ça, il faut aller directement dans la colonisation. Voilà les choses, comment ça se passe. Le problème c'est que nous avons des traditions, nous avons des valeurs, il faudrait se réapproprier ces valeurs-là, analyser ces valeurs avec notre transformation de colonisé, comment ça peut être efficace dans l'évolution, dans notre évolution à nous déjà. C'est ça. Mais il ne faut pas dire, ah oui, mais d'accord, mais l'histoire, ça ne m'intéresse plus puisque je suis né aujourd'hui. Mais sauf que l'histoire te poursuit. Parce que pourquoi on a l'aîné? Et souvent, j'entends parler, notamment en Occident, de droit d'aînesse. Mais sauf qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas que le droit d'aînesse, il y a le devoir d'aîné. Ce devoir d'aîné-là, on n'en parle pas. Parce que nous qui sommes arrivés en France, habitant dans les 4 mètres carrés, quand le puiné arrivait, tu ne le mettais pas à la porte. Et le propriétaire, il est en haut. Mais tu l'héberges avec toi. Et les commentaires, c'est quoi? C'est que tu amasses des gens chez toi. Et ça, c'est notre histoire. Et ça, justement, c'est notre vie. Et on ne peut pas méconnaître cela en disant, ah mais oui, nous sommes... Non, le modernisme, c'est pas refuser d'où tu viens. C'est justement t'appuyer sur d'où tu viens pour savoir d'où tu vas. D'ailleurs, moi j'aimerais... Ce que j'aimerais, c'est si vous aviez des livres à me conseiller, justement, parce que bon, j'ai lu Empateba, hein, qui pour moi quand même est un historien aussi, en plus d'être un romancier merveilleux. Est-ce que vous avez des livres à me conseiller pour que je connaisse mieux l'histoire de l'Afrique? Enfin voilà, une autre histoire que celle que je suis habituée à entendre. Ah, oui? Comment? Son livre, Henri Clément. Ah oui, mais c'est ma nièce. Elle Je parle pas de la famille. On parle pas de famille, là. Allez-y, monsieur, oui. Monsieur, je vous suggère un des meilleurs livres sur l'histoire de l'Afrique. Ouais. Le livre le moins connu. Ouais. C'est le vôtre? C'est le Vera Cardo. Les belles pages de l'histoire africaine. D'accord, merci. Publié chez Présence africaine en 1963. Et que, un moment, je bricolais à Présence en tant qu'étudiant. J'ai pu trouver le stock qui était perdu en plein milieu.
dans un grand stock appartenant à la maison d'édition qui vous entend parler dessus. Eh bien, je crois qu'il leur reste 1 ou 2 exemplaires, Là, j'en ai planqués dans à la les caves présence là-bas, africaine, les génial. belles pages de l'histoire africaine. Le Vera cadeau. Vera, comme vous entendez, Cardo, avec Cardo. T à la fin. D'accord. C'était une vieille dame Ah. qui est décédée. J'ai eu l'honneur de la retrouver à Normandie, d'avoir retrouvé en Normandie en 1991. Elle n'était pas de sa mort. Mais merci. C'est fabuleux. Ah, merci beaucoup, je vais y aller là. Faut Faut pas qu'on termine trop tard parce qu'il faut que j'aille acheter les livres. On va voir Carl aussi. Carl sur le tableau. Mais, Kamal, Kamal. c'est quoi? Alors là, il y a l'exposition des tableaux de Kamal qu'il a fait en pensant à cette journée. And then I put some small ones in the back too. Et il y a des plus petits derrière, voilà. Et ça, c'est tout le travail de Kamal, qui est donc à la fois de Belize et à la fois d'Amérique, des États-Unis, sur sa recherche d'identité de ses racines, justement. Donc il y a aussi l'Inde chez Kamal, et il y a aussi il y a beaucoup de racines. Toi, tu es très, justement, alors toi, tu as beaucoup de racines. Hein. Mais tout le monde a des racines d'ailleurs. Ah oui, 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 oui. En dessous là, en dessous là. C'est pas des feuilles. Ah ouais, ouais. Ah oui, Ah, il y a maman qui peut parler. Maman, tu peux Maman dire un peut petit parler. mot. Voilà. J'ai fait un film sur l'allaitement maternel. Et je tiens à vous dire, et toute l'Amérique le sait grâce à ça, que les bébés africains sont les plus avancés du monde. Et vous savez pourquoi? Pas par votre pensée, par votre tendresse et par votre amour de vos enfants. Vous êtes les premiers, et vous savez que c'est grâce à vous, et grâce à cet amour maternel, que vous pouvez voir dans la personne que les mères sont hospitalisées avec les enfants à Paris. Parce qu'on a constaté que quand la mère est hospitalisée, on ne peut pas séparer la mère de l'enfant. Parce qu'à Dakar, il faut que tu dises, à Dakar, dans l'hôpital de Dakar, on hospitalisait les femmes, les mères avec leurs enfants. Donc du coup, voilà, du coup maintenant ça se fait. Les mères et les enfants, parce qu'on ne peut pas séparer les enfants des mères au sein. Et ce sont les plus... Et maintenant, grâce à ça, on fait ça dans le reste du monde. Hospitalisés avec nos Voilà. enfants. Nous en On France, a pris plein de modèles sur votre histoire humaine. Oui. Voilà un bon témoignage. Voilà un bon témoignage.